Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso raffermissent leurs liens. 3 nouveaux accords signés à Ouagadougou. Hier a pris fin le 8e traité d'amitié et de coopération en présence des présidents Ouattara et Roch Christian Kaboré. Les 2 pays entendent accélérer la mise en œuvre de toutes les décisions prises. 89 cas, un décès, c'est le bilan de l'épidémie de la fièvre jaune en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé appelle à se faire vacciner. Cette épidémie survient dans un contexte de dengue à Abidjan. On en parle dans quelques instants. Et puis en Tunisie, la date de la présidentielle est connue. L'élection aura lieu le 15 septembre. Le scrutin était avancé suite au décès du président Essebsi. Les législatives sont maintenues au 6 octobre. Le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, passe la main ce jeudi à son successeur, Mohamed Razouani, investi aujourd'hui. Le président Alassane Ouattara, invité de cette investiture, il est arrivé en Mauritanie ce matin. Il va prendre part à la cérémonie qui aura lieu au palais des Mourabitoun à Bibadam-Belessaoué. Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, passe la main ce jeudi 1er août à son successeur, Mohamed Ghazouani. Le président Alassane Ouattara, invité de cette investiture, est arrivé en Mauritanie ce matin pour prendre part à la cérémonie qui aura lieu au palais des Mourabitoun, situé à 35 km de la capitale mauritanienne. L'ancien chef d'état-major général des armées sera investi en présence d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement africains. Le chef de l'État a été chaleureusement accueilli par les Ivoiriens résidant en Mauritanie qui ont fait le déplacement en grand nombre pour célébrer leur président. Et avant de se rendre en Mauritanie, le chef de l'État était à Ouagadougou. Il a pris part au 8e traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire, Burkina Faso. 3 nouveaux accords signés entre les 2 pays. Ils concernent les domaines de la mobilité transfrontalière, des mines et de la protection des enfants. Le point avec Mahama Traoré et Awatouri. Le TAC 8 s'achève par la signature de 3 nouveaux accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le premier acté est un accord cadre de coopération transfrontalière. Le deuxième concerne les domaines des mines et de la géologie. Il institue un cadre de partage d'expériences dans la lutte contre l'exploitation artisanale clandestine et la protection de l'environnement dans le domaine minier. Le dernier accord signé porte sur la protection des enfants en situation de mobilité transfrontalière. Ajoutez à ces accords d'importantes décisions arrêtées à l'issue de la conférence au sommet. Concernant la situation des ex-occupants du Mont Péco, la conférence a réitéré l'impérieuse nécessité de régler définitivement cette question. À cet égard, les chefs d'État ont instruit les ministres concernés à l'effet de prendre des mesures diligentes pour parvenir aux objectifs fixés. Pour ce faire, les parties se sont engagées à rechercher ensemble les ressources nécessaires avant fin 2019 pour procéder au recensement des ex-occupants du parc national du Mont Péco. S'agissant des questions relatives au transport maritime, les parties se sont accordées sur la mise en place d'un cadre de concertation au niveau ministériel pour examiner les questions liées à la tendance baissière du trafic burkinabé au port autonome d'Abidjan, PAA. Les chefs d'État ont invité les acteurs du secteur portuaire à travailler à satisfaire la requête pour l'obtention d'un quai dédié au passage des marchandises en transit pour le Burkina Faso et à faciliter son admission en son sein. Cette dernière décision viendra booster les échanges commerciaux entre les 2 pays. C'est dire que le TAC prend de plus en plus une dimension économique, ce dont se réjouit le président du Faso. J'aimerais également féliciter l'atelier du Forum des hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés en marge de la présente rencontre. Cette 2e édition fut également une réussite qui commande son institutionnalisation. Ce forum d'affaires qui vient bonifier nos acquis
a permis à ces hommes et femmes d'affermir leurs relations en faveur des échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays. La première édition également des Journées culturelles et artistiques a tenu toutes ses promesses. Tous ces résultats engrangés sont à mettre à l'actif de l'excellence de notre coopération. Pour ce faire, nous devons engager davantage nos deux gouvernements à rechercher les solutions idoines aux préoccupations de nos populations à travers la mise en œuvre de nos projets intégrateurs. Un véritable moment de partage et d'enrichissement mutuel. C'est ainsi que le président Alassane Ouattara a qualifié cette 8e conférence au sommet. Le chef de l'État dit pouvoir compter sur l'engagement des deux gouvernements à mettre en œuvre les décisions arrêtées. Nous pouvons affirmer que la coopération ivoiro-burkinabé se porte à merveille. Les résultats enregistrés témoignent de notre volonté commune de rendre cette coopération encore plus dynamique et mutuellement bénéfique. Il est vrai qu'il reste d'importants efforts à accomplir dans bien des domaines. J'invite par conséquent nos gouvernements respectifs à redoubler d'efforts en vue de traduire en réalisation concrète les décisions et les recommandations prises lors de nos sommets. Notre objectif étant l'éradication de la pauvreté et le développement durable en vue du bien-être de nos populations. C'est à ce prix que nous mettrons nos populations, notamment notre jeunesse, à l'abri de la tentation de l'immigration clandestine et du terrorisme. Je me réjouis tout particulièrement que les questions de sécurité et de migration aient été abordées avec courage et détermination. J'accorderai une attention particulière au suivi de ces questions par les ministres chargés de la Défense et de la Sécurité, sous l'autorité, bien évidemment, de nos premiers ministres. À partir de juillet 2020, le TAC aura désormais lieu tous les 2 ans. Cette décision vise à optimiser l'application des décisions et accords déjà existants. En attendant l'entrée en vigueur de cette nouvelle périodicité, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se donnent rendez-vous l'an prochain à Yamoussoukro pour la 9e édition des travaux du traité d'amitié et de coopération. À Ouagadougou, le président de la République, Alassane Ouattara, élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre de l'Étalon du Burkina Faso. Le Premier ministre également décoré, Amadou Gon Coulibaly, fait grand officier de l'Ordre de l'Étalon, et le Premier ministre d'État, Ahmed Bakayoko, commandeur de l'Ordre de l'Étalon du Burkina Faso. Le TAC, c'est aussi une bonne coopération dans le domaine de la communication. Les médias de service public des deux pays se mettent ensemble. Ils vont travailler au rayonnement de la coopération ivoiro-burkinabé. Les différents directeurs généraux ont signé un partenariat dont voici le contenu avec Serge Koléa. Pascal Tchombiano, directeur général de la RTB, la radiodiffusion-télévision du Burkina, et Dambélé Fosseni, patron de la RTI, la radiodiffusion-télévision ivoirienne, renforcent leur coopération. Il en est de même pour Mamadi Tenya, directeur général des éditions Sidoya, et Venance Conan, premier responsable de Fraternité Matin. Selon la vision du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ces médias et organes de presse de service public vont collaborer dans leurs domaines respectifs, indique Remis Dandinou, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement du Burkina Faso. Pour moi, ce qui est important, c'est de savoir que nous avons affaire à des médias de service public qui ont conscience du rôle important qu'ils jouent dans la construction de nos opinions, dans l'éducation de nos opinions, et qui savent également qu'il est important aujourd'hui, de par la complémentarité entre nos deux peuples-là, de travailler à une synergie et à renforcer leur capacité au service de nos nations. Sidi Temoko Touré, ministre de la Communication et des médias de Côte d'Ivoire,
a quant à lui rappelé les domaines concernés. Ce sont entre autres la coproduction d'œuvres cinématographiques, sonores et télévisuelles, l'échange de programmes et d'expertise, la mise à disposition de correspondants de presse. Dans le cadre des échanges de programmes, mais aussi du renforcement des capacités, aussi bien des acteurs burkinabés que des acteurs ivoiriens, nos différentes entités ont convenu de signer ces différents protocoles d'accord en espérant que ce complément d'initiatives qui nous unissent permettront de renforcer davantage les relations qui existent fort heureusement entre nos deux pays. Les différentes structures entendent s'appuyer mutuellement dans le renforcement de leurs capacités en ressources humaines, techniques et matérielles, notamment lors de déplacements dans chacun des pays à l'occasion de reportages et autres productions de grande envergure. Et voilà pour le TAC 2019 à Ouagadougou. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre Akaoulé vient de procéder au lancement du concours direct des auxiliaires de santé. Ce concours est le premier du genre en Côte d'Ivoire. Il vise à améliorer le corps des aides-soignants, le rendre plus formel et donner un profil de carrière au personnel. Seulement 700 places disponibles, 6 775 candidats. Ils composent dans les matières telles que QCM, le français, la culture générale, les maths et SVT. Depuis quelques jours, il sévit une épidémie de fièvre jaune en Côte d'Ivoire. 89 cas, un décès. Pour en parler, nous recevons le professeur Beignet Bivro, directeur général de l'Institut national d'hygiène publique. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Koulibaly. Est-ce que le bilan a évolué? Oui, mais je vous dis que le bilan qu'on a donné, c'est le même qu'on a donné il y a 2 jours. Il s'agit aujourd'hui de 89 cas, dont un décès. Donc le bilan n'a pas véritablement évolué. Alors, comment se fait la prise en charge de ces différents cas? Alors, la prise en charge, il faut dire que c'est de façon rétrospective. Les 89 cas s'étendent sur une période d'environ 8 mois et c'est des cas qui ont été diagnostiqués à la faveur de la lutte contre la dengue. Alors justement, voilà, parce qu'on parle en même temps de fièvre jaune aujourd'hui. Il y a eu, il y a quelques mois, la dengue. Ça fait quand même beaucoup. On sait que c'est le même moustique qui est le vecteur de cela. Comment on peut l'expliquer? Oui, on l'explique parce que les conditions sont toujours là. C'est le même moustique, c'est les mêmes conditions qui favorisent, les mêmes facteurs favorisants qu'on retrouve, notamment tout ce qui est gîtes larvaires, qui sont dans les maisons, qui sont dans les rues. Vous voyez les pneus qui traînent, les casseroles, les bananiers et tout ce qu'il y a comme boîte de conserve, les jouets aussi qui sont souvent abandonnés, qui contiennent de l'eau et de l'eau claire. Et c'est le même moustique, le moustique de la dengue. C'est le même moustique tigre et qui a la même physiologie que le moustique de la fièvre jaune. C'est le même moustique. Si vous le dites ainsi, ça veut dire que depuis peut-être février, on aurait pu savoir qu'il y avait aussi la fièvre jaune à côté de la dengue. Pourquoi c'est maintenant qu'on parle de fièvre jaune? Non, on parle de fièvre jaune maintenant parce que lors de l'épidémie de la dengue, il y a des prélèvements qui ont été acheminés à l'Institut Pasteur. Et figurez-vous qu'il y a 200 prélèvements à peu près par jour. Et ces prélèvements-là, sur certains prélèvements, il y a eu des réactions croisées, c'est-à-dire fièvre jaune et dengue. Alors il fallait, à partir de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, aller à l'Institut Pasteur de Dakar. Et c'est l'Institut Pasteur de Dakar qui a confirmé, qui a fait le screening, qui a isolé les cas de fièvre jaune. Et c'est ça qui nous a valu justement de pouvoir en faire le diagnostic maintenant. Est-ce que finalement, ce n'est pas inquiétant pour la population? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, notamment au niveau des autorités sanitaires? Non, mais il faut dire que c'est vrai, c'est une maladie qui est grave, c'est une maladie qui peut, heureusement, être prévenue par la vaccination. La situation n'est pas alarmante pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a eu des épidémies antérieures en Côte d'Ivoire. Il y a eu l'épidémie de 2001. Et à l'occasion, on avait vacciné 3 millions de personnes à Abidjan. Il y a eu une épidémie en 2008. On a vacciné à l'occasion 2 500 personnes à Abidjan. Mais ça ne suffit pas. Oui. Le ministère parle aujourd'hui de vaccination. Ça veut dire quoi? Il faut recommencer ce processus de vaccination des populations. Comment ça va se faire? Non, il ne faut pas recommencer le processus de vaccination, justement. Ceux qui sont vaccinés, la vaccination, l'OMS l'a dit, elle est valable pour toute la vie. On l'a fait une fois. Nous sommes 26 millions, vous avez donné seulement à peu près 5 millions de personnes, il en reste encore beaucoup. Est-ce que pour cette opération, juste par rapport à la fièvre jaune, vous allez lancer une opération spéciale de vaccination? L'opération peut être lancée, mais seulement ce sera au cas par cas.
c'est autour des cas qu'on aura identifiés qu'on va faire la vaccination. Donc on ne va pas faire une vaccination à grande échelle dans la mesure où non seulement quand on est vacciné, on se protège, on est protégé, mais il y a aussi l'immunité de groupe, l'immunité collective qui permet aussi de vacciner l'entourage. Donc l'un dans l'autre, c'est ce qui nous permet d'ajuster la stratégie de vaccination. Le ministère a parlé de vaccination. Si aujourd'hui les populations doivent prendre une décision pour se prémunir, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Alors, la première des choses, c'est de vérifier qu'on a l'état vaccinal. Si on n'est pas vacciné, on demande à la population de venir se faire vacciner. Là, c'est même pas discutable. Et deuxièmement, il faut surtout mettre l'accent sur la lutte antivectorielle. Vous savez, et c'est en cela que nous sommes heureux de ce que, depuis le mois de juin, nous avons entrepris une vaste campagne de lutte antivectorielle qui a permis, un tant soit peu, de diminuer la charge des moustiques. Et je pense que c'est une lutte qui devait être continuée dans ce sens. Merci. Et nous avons fait une caravane de sensibilisation à travers les quartiers de Yopougon, de Cocody et de Benjerville. Pour vacciner les populations. Oui. Merci, professeur Benyé Bivro. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut national d'hygiène publique. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Hors de la Côte d'Ivoire, une autre épidémie, elle est plus meurtrière. En République démocratique du Congo, un nouveau cas d'Ebola confirmé hier à Goma, ce qui porte à 3 le nombre de personnes contaminées dans cette ville de l'Est. Les autorités rwandaises ont fermé leurs frontières avec le pays. La RDC déplore cette décision. Elle la juge unilatérale. Cela fait aujourd'hui un an jour pour jour que le virus Ebola a ressurgi dans le pays une 10e fois, avec au total plus de 1800 personnes. On va continuer avec ce communiqué du ministère d'État, ministère de la Défense. Compte tenu des préparatifs liés à la fête de l'indépendance, le dépôt des dossiers de candidature au recrutement des appelés au contingent 2019 des forces armées de Côte d'Ivoire est reporté à la période du 9 au 23 août 2019 à l'infirmerie du bataillon de commandement et de soutien-ci au camp Gallieni-Plateau. Les conditions et la composition du dossier de candidature restent inchangées. Les sapeurs-pompiers dans la région du Moronou équipés du matériel et équipements au centre de secours d'urgence, un don de l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli. C'était samedi à Bongwanou, un soutien pour faciliter leur mission de secours. Alexis Ouedraogo. Pour l'année 2018 à 2019, nous avons enregistré 60 cas d'accidents sur la voie publique avec 196 blessés transportés. Accroître l'efficacité du centre de secours et d'urgence de Bongwanou en vue de répondre aux situations d'urgence auxquelles font face chaque jour les sapeurs-pompiers. Voilà le sens de la remise de matériel et d'équipements initiée par l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, fils de la région. J'ai estimé qu'il était de mon devoir, en tant que fils de la région, d'apporter ma contribution, aussi modeste soit-elle, à l'amélioration des difficiles conditions de travail des valeureux pompiers civils. Il s'agit d'une action qui contribue à la sécurisation et à la protection civile des biens et des personnes dans la région du Moronou. À l'heure où les fléaux de l'orpaillage clandestin et de la drogue inquiètent, Théophile Awandoli exhorte les jeunes à soutenir les sapeurs-pompiers dans leur mission. Le centre de secours d'urgence est une nouvelle et jeune structure, mais l'objectif à terme est de constituer une grande unité de secours et de protection pour toute la région du Moronou. L'occasion est belle pour moi de féliciter aussi l'ensemble des forces de défense et de sécurité du Moronou, dont l'action acharnée permet de consolider un état de sécurité acceptable au niveau de la région. Le fils de la région s'est engagé à soutenir les efforts visant à faire du Moronou un havre de paix. En économie, une trentaine d'acteurs de la chaîne de commande publique en formation, une initiative de la Banque ouest-africaine de développement, 5 jours pour comprendre les procédures de passation de marchés publics financés par la BOAD. Cela permettra d'améliorer le taux de décaissement des projets financés par la Banque en Côte d'Ivoire. Des détails avec Lansine Bakayoko. Les résultats des études effectuées par la Banque ouest-africaine de développement BOAD sont sans appel. La non-maîtrise des procédures de passation des marchés fait partie des éléments explicatifs
du faible taux d'absorption des crédits alloués aux États membres. Il y a deux types de procédures. Il y a les procédures au niveau national qui sont donc appliquées par la DMP et il y a les procédures édictées par le bailleur de fonds, la BOAD. Lorsque nous prenons la direction des marchés publics, nous observons que les délais de traitement, en général de 5 jours ouvrables, sont régulièrement observés. Par contre, au niveau du bailleur de fonds, nous n'avons aucune idée des délais. Par cette session de formation, il s'agit donc pour la banque communautaire d'amener les acteurs de la chaîne de la commande publique à s'approprier les nouvelles procédures de passation des marchés basées sur les standards internationaux. Objectif, améliorer les taux de décaissement des fonds mis à la disposition de la Côte d'Ivoire. À partir du moment où la banque est engagée sur un projet, ça veut dire que le montant de ce projet est décaissé pour l'exécution du projet. À date, le portefeuille de la BOAD en Côte d'Ivoire, c'est 1091 milliards de francs CFA pour 171 projets. La BOAD a financé au total 1149 projets publics et privés pour un montant de 5311 milliards de francs CFA dans les 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Comme la BOAD, Attijari Wafa contribue aussi au développement de la Côte d'Ivoire. Le président directeur général du groupe, fait commandeur de l'Ordre national, médaille qu'il a reçue de la grande chancelière. C'était au sein de l'institution à Cocody. Astou Touré. Par ce geste, Mohamed El Ketani reçoit la plus grande distinction de la Côte d'Ivoire. Le président directeur général du groupe Attijari Wafa Bank a été fait commandeur de l'Ordre national en reconnaissance de l'innovation et son engagement au service de l'économie et des populations ivoiriennes. Des atouts qui ont permis à la Société ivoirienne de banque d'occuper pendant 3 ans la place de premier spécialiste en valeur de trésor de l'UEMOA pour la Côte d'Ivoire. Cette banque a également accompagné l'État et des institutions dans le financement des entreprises de toute taille. La Société ivoirienne de banque a aussi injecté plus de 2000 milliards au titre des grands projets d'infrastructure. La force d'un groupe comme le nôtre, c'est vraiment la qualité, la motivation, la mobilisation, la détermination de ces femmes et de ces hommes. Et à travers cette décoration, je tiens aussi à rendre hommage à toutes les femmes et les hommes qui constituent les équipes de la Société ivoirienne de banque, qui travaillent au quotidien au service du progrès socio-économique de mon cher deuxième pays qu'est la Côte d'Ivoire. Je vous félicite pour la qualité et le volume des activités de votre banque en Côte d'Ivoire. Je suis particulièrement heureuse de retrouver en vous, M. El Ketani, une figure et un symbole de la continuité des relations d'amitié entre nos deux pays et nos deux peuples. Avant cette distinction, le banquier a reçu le prix de l'excellence du meilleur établissement du secteur financier en Côte d'Ivoire en 2017. Également le prix de l'innovation aux Awards du financement de l'initiative. À son actif, Mohamed El Ketani enregistre plus de 30 ans de carrière. Autre distinction, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Belgique et au Luxembourg, Jean-Vincent Zinsou, élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre de la Couronne de Belgique. Cette distinction réaffirme l'excellence des relations de coopération entre les deux pays. On en sait davantage avec Herman Guivet. Palais d'Egmont, à Bruxelles, en Belgique. Il a plu à Sa Majesté le roi Philippe, en reconnaissance des services rendus, de conférer par arrêté royal la Grand Croix de l'Ordre de la Couronne à son Excellence M. Jean-Vincent Zinsou, ambassadeur de Côte d'Ivoire à Bruxelles. Son Excellence Jean-Vincent Zinsou, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, reçoit les attributs liés à son élévation dans la dignité de Grand Croix de l'Ordre et de la Couronne de Belgique
Des attributs remis par Annick Van Kalster, directrice générale des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, représentant le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et européenne de la Défense, son Excellence Didier Reynders. La directrice générale des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique s'est réjouie de l'excellence des relations de coopération bilatérale et multilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Belgique, marquée par la multiplicité des visites réciproques de haut niveau, dont le clou a été la mission princière à Abidjan, conduite par la princesse Astrid. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, près le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg a lui exprimé sa reconnaissance pour cette distinction. Au président Alassane Ouattara, qui m'a fait confiance pour me confier cette mission ici à Bruxelles. Je dédie évidemment cette décoration. Au ministre Reynders, quand il sent qu'il a besoin de la Côte d'Ivoire pour discuter, pour dialoguer, nous l'attendons. Se saisissant de l'occasion pour rappeler l'excellence des rapports entre le président Alassane Ouattara et le roi Philippe dans la droite ligne des relations qu'entretenaient le président Félix Houphouët-Boigny et le roi Baudouin, son excellence Jean-Vincent Zinsou a sollicité le soutien des autorités belges pour la transformation du cacao en produit fini ou semi-fini en Côte d'Ivoire. La dégradation des terres et la diversification restent des défis majeurs en Côte d'Ivoire. Un projet initié en 2018 pour une utilisation rationnelle des ressources forestières. Un bilan à mi-parcours dressé à Yamoussoukro. Des détails avec Kader Sogodogo. La Côte d'Ivoire, pays agricole, centre mondial de production de produits tels que le cajou et le cacao, n'a pas échappé à une destruction massive de son couvert forestier. Des efforts sont consentis pour stopper l'hémorragie et surtout pour la reconstitution du couvert forestier. Le projet Gestion durable des terres, mis en place en 2018, confirme cet engagement. Nous comptons aller sur le terrain, former les uns et les autres à cette gestion durable des terres, mais au-delà, faire en sorte que certaines terres soient restaurées, car la dégradation des terres amène nos populations à migrer, non seulement en Côte d'Ivoire, mais d'autres tentent les aventures au-delà des océans. 6 régions du pays sont concernées par la phase pilote. Le Bunkani, l'Ifou, le Nzi, le Poro, la Nawa et le district de Yamoussoukro, qui a servi de cadre à un atelier de validation des activités annuelles. Les participants issus de l'administration publique, du CNRA, de la société civile, des ONG, des collectivités et de ONU Femmes sous le couvert du ministère de l'Environnement et du Développement durable se sont engagés à travailler de commun accord. Cette année, l'accent sera mis sur la consolidation des travaux d'une mission scientifique qui a couvert toutes les zones du projet et également sur une étude du genre en vue d'une meilleure implication. Le projet Gestion durable des terres a mené plusieurs activités à Toumoudi, à Abidjan, notamment lors de la quinzaine environnementale. Et on parle toujours environnement, l'Éthiopie pour un monde vert. Lundi, au sein de l'ambassade d'Éthiopie en Côte d'Ivoire, des arbres plantés symboliquement. La représentation diplomatique participait ainsi à la journée nationale pour l'Éthiopie, lutter contre la déforestation. Wodion Télé-Soro, Abou Sanogo. L'Éthiopie se met au vert. Le pays plante des arbres sur toute l'étendue de son territoire. Le challenge dès l'entame de l'opération. 200 millions d'arbres à planter pour cette journée du lundi 29 juillet 2019, jour de lancement du programme de forestation, pour un nombre de 4 milliards d'arbres à atteindre, allant de cette période au mois de septembre prochain. Cette implication de la population s'inscrit dans le cadre du projet Green Legacy, conçu par Ahmed Abiy, dès son arrivée au poste de Premier ministre en 2018. Au plan international, zoom en Côte d'Ivoire, sur la commune de Cocody. La représentation diplomatique éthiopienne a marqué le pas sur une portion du terrain offert en 1976 par le gouvernement ivoirien. Cette place, on a été réservée pour les dernières 43 ans. Maintenant, c'est le symbole, la construction de bureaux et le résidentiel. Et le cacao, c'est une spéciale plante de Côte d'Ivoire. Et nous faisons plantation ici pour symboler les relations de notre pays et Côte d'Ivoire. Là-bas, il y a un programme de changement climatique
Et dans ce sens-là, il y a beaucoup de réseaux en ouvrage. Un acteur qui s'imbrique dans la politique de forestation promue par l'État de Côte d'Ivoire. Nous soutenons donc l'ambassade qui, aujourd'hui, pose un acte symbolique par rapport à d'autres ambassades dans le monde qui plantent aujourd'hui le même nombre d'arbres. Au-delà de ce symbole, nous allons nous engager auprès de son Excellence l'ambassadeur d'Éthiopie pour faire des actions de revertissement de la Côte d'Ivoire. Depuis mai 2018, on a mis en place un code forestier qui a été voté à l'Assemblée nationale. Dans les contributions déterminées au niveau national, la Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire de 28% ses gaz à effet de serre, et un secteur qui a été identifié dans ce cas, c'est le secteur de la forêt. L'Éthiopie voit vert et plus grand, avec l'intention clairement affichée de dépasser le record de 66 millions d'arbres réalisés en planting par l'Inde en 12 heures. Dans le reste de l'actualité, la date du 15 septembre confirmée pour la présidentielle tunisienne. L'élection présidentielle était bien avancée au 15 septembre suite au décès du président Essebsi. Les législatives sont maintenues au 6 octobre. La date du deuxième tour de la présidentielle n'a pas été décidée, mais elle ne doit pas dépasser le 3 novembre. Et on vous rappelle que le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, passe la main ce jeudi à son successeur, Mohamed Ghazouani, investi aujourd'hui. Le président Alassane Ouattara, invité de cette investiture. Il est arrivé en Mauritanie ce matin. Il va prendre part à la cérémonie qui aura lieu au palais de Mourabitoun. L'ancien chef d'état-major général des armées sera investi en présence d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernements africains. La cérémonie sera notamment marquée par un échange de discours entre présidents sortants et entrants. Mohamed Ould Abdelaziz fera son adieu à la nation alors que Mohamed Ghazouani est très attendu pour sa première prise de parole en tant que chef d'État. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très vite sur RTI.